Lors d'un voyage en famille, qu'il soit d'une semaine ou de plusieurs mois, tout peut arriver. Un enfant qui fait une mauvaise chute en pratiquant un nouveau sport, qui déclenche une otite carabinée à moins de 24 heures du retour en avion, ou encore qui se fait mordre par une grosse bébête pas hyper carrée sur l'hygiène. Oui, vous êtes bien dans un épisode de Galère ton voyage, et tout ça, vous vous en passeriez bien. Mais quand ça arrive, surtout si c'est un de vos enfants qui est concerné, la suite sera plus ou moins facile à gérer. Pour éviter un deuxième effet qui se coule, entre gestion de médecin dans une autre langue et frais astronomiques qui se profilent, une seule solution, avoir souscrit une assurance voyage. C'est pour ça que je voulais vous parler d'AVI International, le courtier d'assurance spécialisé dans l'assurance voyage et l'assistance rapatriement depuis 40 ans. Oui, 40 ans que AVI met tout en œuvre pour assister des centaines de milliers de voyageurs et 30 qu'ils ont un partenariat avec le guide du retard. Se dire s'ils en ont vu passer des bobos de voyageurs aux quatre coins du monde. Pour souscrire, c'est hyper simple. L'inscription se fait en ligne, on peut prolonger ou modifier ses dates de voyage soi-même dans l'espace assuré, et c'est une des seules assurances à ne pas imposer une limite d'âge. Une fois que vous êtes inscrit, votre carte d'assuré reste toujours accessible dans l'application Wallet, Apple ou Android, avec le numéro pour joindre le plateau d'assistance. Parce que dans ces moments-là, on a autre chose à faire que de rechercher un numéro dans ses mails. Ah oui, si vraiment vous avez la poisse et que vous cumulez les soucis voyage après voyage, non seulement vous pourrez souscrire une nouvelle assurance auprès d'AVI, mais en plus, ce sera sans pénalité. Allez bim, un souci de moins. Côté budget, pour vous et moi qui voyageons surtout en famille, AVI propose une formule à prix préférentiel à partir de 2 adultes et 2 enfants. Ce serait dommage de s'en priver. Alors si vous ne l'avez pas encore fait pour cet été, je ne saurais que vous recommander de souscrire une assurance AVI internationale pour un voyage serein et de chouettes souvenirs en famille. Hello, ici Stéphanie, maman de 2 ados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Si vous aimez l'écouter, si vous avez ajouté des destinations sur la liste de vos envies, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en vous abonnant et en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Aujourd'hui, je vous propose le 3e épisode de la mini-série Galère ton voyage, spécial bobo. Si vous n'avez pas écouté les 2 premiers, sur les bobos du quotidien, comme la fièvre, les diarrhées et les vomissements, puis les traumatismes et les plaies, mettez sur pause et on se retrouve ici juste après. Cette fois, Camille, notre maman globe-trotteuse de 3 enfants, neuropédiatre et pédiatre urgentiste, nous donne tous ses conseils concernant le soleil, mais aussi sur des trucs de voyage moins sympas, comme le paludisme, les piqûres et les morsures de bébêtes variées, avec en guest star les serpents et notamment une vipère de la mort. Et on enchaîne avec Marjorie, d'AVI International, qui nous parle des activités dites à risque, comme le trekking. Alors pas la rando du dimanche en famille, non, celle qui peut se terminer par un rapatriement sanitaire pour cause de rupture des ligaments croisés. Allez, c'est parti pour le 3e épisode, les bobos vraiment liés au voyage. Hello Camille! Hello! Comment ça va? Eh bien ça va, toujours à peu près. En sortie de garde comme d'habitude? Toujours en sortie de garde, oui c'est ça. On se retrouve pour ce 3e épisode pour parler de bobos plus spécifiques au voyage. Les 2 premiers, on était sur des bobos qui arrivent un peu tout le temps en fait, aussi bien à la maison que quand on est un peu loin. Et là, on va se concentrer sur cela. Donc, comme les 2 premières fois, je te laisse la main, c'est toi qui nous guides. L'idée c'est de parler de des sujets qui concernent vraiment le fait de voyager et on va voir particulièrement quand on voyage dans des milieux tropicaux avec des risques sanitaires plus importants que quand on voyage grosso modo dans les pays de l'hémisphère nord. La première notion que je voudrais qu'on aborde c'est les vaccinations. Alors il est évidemment pas question ici que je déroule toutes les vaccinations en fonction des zones, d'abord c'est pas ma spécialité, ce serait beaucoup trop long. C'est ça. Mais l'idée c'est de se dire qu'un voyage notamment dans ces pays, ça se prépare. Et donc, pour se préparer, il faut consulter en médecine du voyage. Alors, dans les grandes villes, en général, c'est dans les CHU où il y a des consultations spécialisées. À Paris, je crois qu'il y a l'Institut Pasteur, qui est un gros centre de médecine du voyage. Et puis, dans les moyennes villes, parfois, dans les centres hospitaliers généraux, il y a des services d'infectiologie. Et il peut y avoir des médecins spécialistes qui vont proposer ce genre de consultation.
Donc c'est vraiment indispensable, je pense, hein, pour pouvoir bien voyager dans ces pays-là. À Paris, on a aussi le Centre Air France qui vaccine Oui, sur certains, en tout cas, enfin qui fait certains vaccins, je vais y arriver. Très pratique parce que parfois plus simple en termes de, de rendez-vous de prise que... de rendez-vous, voilà. Ah C'est ce que oui, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut bien anticiper ça parce qu'il y a quand même des délais de rendez-vous qui sont souvent compliqués à trouver. Et puis comme en plus il faut anticiper une forme de délai par rapport au départ, tu vois, pour que ta vaccination soit efficace, on conseille en général d'être au moins 2 mois avant le départ, d'avoir géré ça. Parce que si tu t'en rends compte 3 semaines avant, que tu as ton rendez-vous la semaine avant de partir, bon, tu es un peu moins bon en termes de couverture vaccinale si tu le fais en immédiat. Bon, voilà. Après, il y a des choses qui se font en minutes, hein. Il y a certains vaccins d'urgence, tu vois, pour les familles qui doivent partir en urgence sur des destinations d'expatriation d'urgence, des choses comme ça, on peut se dépêcher. Mais c'est vrai que si tu as un peu le temps et si tu es au courant de ton voyage depuis plusieurs mois qu'il est planifié, autant faire les choses bien et faire les choses à l'avance. Alors, dans les vaccins, c'est hyper important d'être à jour de ces vaccinations obligatoires françaises. D'abord, ça semble logique, c'est pour se protéger soi-même, protéger ses enfants, ça semble assez logique. On va dans des pays où parfois les maladies ne sont pas éradiquées, dans certains cas, donc il faut y penser. Mais je crois que c'est important de redire que la vaccination, c'est aussi un geste altruiste qui est là pour protéger les populations autochtones aussi. J'ai repensé ce matin à, je ne sais pas si tu te souviens, cette histoire d'une famille française qui était allée au Costa Rica et qui avaient eu leur enfant mal vacciné, ou pas vacciné, je ne sais pas trop où ça en était, en tout cas pas bien suivi du tout par rapport à ça, ils avaient importé la rougeole au Costa Rica, alors que la rougeole était éradiquée là-bas. Ouais, mince. donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très embêtant pour un pays. Quand un pays a fait l'effort de super bien gérer sa vaccination pour éradiquer certaines pathologies et que c'est les étrangers en vacances qui viennent amener la Ouais, c'est pas pathologie, bien. ouais, c'est pas bien du tout. Donc je crois qu'il faut vraiment toujours avoir en tête que la vaccination, c'est pour soi, mais c'est pour les autres aussi, c'est pour protéger les autres. Donc c'est pour ça que toutes ces vaccinations obligatoires-là, elles ont complètement leur place dans le voyage. Et puis, il y aura, en fonction des pays où vous allez, un certain nombre de vaccinations à faire. Et ça, c'est les médecins spécialistes qui sauront vous indiquer. Dans le fameux site internet dont j'ai parlé la dernière fois, là, le groupe de pédiatrie tropicale, il y a un chapitre consacré aux vaccinations et tout est bien expliqué. Évidemment, ça ne remplace pas la consultation, mais ça peut déjà vous donner une idée de quel type de vaccin, à quoi je peux m'attendre en fonction du pays dans lequel je vais aller, quoi. Voilà. Je remettrai le site dans les notes. Ouais, et le site de Pasteur, il me semble aussi, est bien fait aussi Oui, pour ça. Tu tapes ton pays et on te dit, en gros, en fonction des endroits où tu vas dans le pays, ce qui est recommandé de faire. parfait. Deuxièmement, un tout petit mot rapide sur la protection vis-à-vis du soleil. Quand on va en voyage et qu'on va, alors c'est valable en France, mais c'est quand même bien valable dans les zones équatoriales, tropicales, où les rayons sont plus agressifs. Donc on pense qu'on part avec une crème. Alors c'est quand même souvent mieux d'acheter sa crème solaire dans le pays dont on part parce qu'on a souvent une gage de qualité du produit qui est meilleure. Après, je dis pas que c'est pas bon ailleurs, mais ça, tu sais jamais trop. Et puis tu l'as, c'est fait. Voilà, tu l'as avec toi, et puis des fois tu la payes moins cher aussi, hein, de la prendre Aussi. depuis la France, donc ça peut être intéressant. On tartine les enfants, alors on le fait soi-même, on laisse pas les grands enfants se tartiner eux-mêmes, parce qu'en fait souvent ils le font pas très bien. Je Ils oublient confirme. quelques zones. Voilà, et en général tu le vois, au bout des 3 heures de soleil, tu te rends compte de où est-ce qu'ils ont tartiné, où est-ce qu'ils n'ont pas tartiné. Voilà, on dit qu'on renouvelle toutes les 2 heures la crème solaire, qu'on n'expose pas les enfants de moins de 6 mois au soleil, qu'on se protège avec du vêtement long, léger, à mailles serrées pour être respirable, mais pour pouvoir bien bloquer les UV. Et puis, on évite l'exposition entre midi et 16 heures. Ça, c'est un peu valable partout dans le monde. Un petit tip intéressant, pour ceux qui doivent mettre et crème solaire et répulsif à insectes, ce qui est recommandé, c'est de mettre la crème solaire d'abord et d'attendre 20 minutes avant de mettre le répulsif. Ah bah, Parce que je si savais tu pas fais ça. crème puis répulsif, tu vas diluer ta crème solaire et il n'y a rien qui va fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose à retenir. Et évidemment, de l'écran total pour tout le monde. Ouais, tout le monde, enfants, bébés, parents, tout le monde y passe. Et puis le chapeau aussi, là, on Ah dit oui. toujours un large bord pour faire de l'ombre complète sur le visage. Bon voilà, ça c'est des choses que les gens normalement sont assez bien informés, assez bien éduqués en France, mais je crois qu'il faut vraiment se l'appliquer avec fermeté. On pense aux lunettes de soleil, qui doivent être couvantes avec un bon indice UV. Et dès les tout petits, on met les lunettes de soleil en fait, hein, vraiment pour protéger la rétine des rayons UV. Et tu vois tellement, encore aujourd'hui, de parents qui se baladent avec des lunettes sur le nez et pas les enfants. Et pas Et les enfants. ça, Ouais. Alors, je il comprends faut être pas. honnête qu'il y a certains enfants, les miens étaient un peu spécialistes, qui n'aiment pas garder les lunettes de soleil. Même mes ados, tu vois, je suis toujours en train d'insister en leur disant mettez les lunettes de soleil, mais je sens que c'est toujours une bataille. Donc, je réussis à obtenir la casquette, mais même moi, je dois batailler pour qu'ils gardent les lunettes de soleil. Tu vois. Alors, la petite, sans problème, je crois qu'elle trouve l'accessoire un peu mode, elle aime bien, je sais Oui. pas.
Une fille, c'est différent. Mais alors, mes garçons, ouais, ils sont pénibles avec ça. Ils sont pas trop observants vis-à-vis du port des lunettes de soleil. Insistons. Insistons, voilà. Ensuite, on va parler d'un chapitre un peu moins drôle, qui sont les diarrhées infectieuses. Alors déjà les diarrhées, on n'aime pas, mais alors Voilà, c'est infectieuses, quand même oh. le premier symptôme qui est rencontré par tous les voyageurs dans ces pays-là, enfin je dirais les pays tropicaux, les pays avec des risques sanitaires, on va dire des conditions d'hygiène un petit peu moins safe que ce qu'on a dans les pays de l'hémisphère nord. Donc je ne vais pas revenir sur les signes de déshydratation, tout ça, ce qu'on a vu finalement dans le premier chapitre, mais juste dire que la première cause de diarrhée, c'est les bactéries quand on est ailleurs qu'en France, alors qu'en France, c'est plutôt les virus, tu vois. Ensuite viennent les virus, puis les parasites. L'idée, c'est que a priori, une diarrhée dite banale, c'est-à-dire, tu vois, quelques selles par jour bien supportées, des enfants qui ne se déshydratent pas, qui ont pas de fièvre, une diarrhée qui n'est pas avec des glaires ou avec du sang dans les selles, une diarrhée où il y a un peu de matière quand même, tout ça, c'est plutôt des signes de diarrhée banale et ça ne nécessite pas nécessairement de traitement, en fait, à part l'hydratation et le soluté d'hydratation orale dont on a parlé la dernière fois. Mais, de première intention, on les traite pas. Ce qu'on va traiter, c'est donc toutes celles qui ont de la fièvre, les enfants vraiment qui ont de la fièvre avec leur diarrhée, la présence de glaire, de sang dans les selles, on traite, une diarrhée très mal supportée, très, très fréquente, très abondante avec des enfants qui commencent à aller pas bien et les diarrhées qu'on dit afécales. Afécales, ça veut dire vraiment de l'eau, tu vois? Tu fais de l'eau, sans Oh là matière là. dedans. Ça, c'est plus à risque que ce soit des bactéries et là, on va traiter et donc il y a un traitement qu'il faut que vous fassiez prescrire par votre médecin traitant avant de partir en voyage, qui est l'azithromycine. C'est un antibiotique, bon, c'est l'antibiotique phare, je dirais, des traitements des diarrhées infectieuses en voyage, parce qu'il couvre à peu près, enfin, presque tous les germes et surtout, il a comme avantage de se prendre en 1 fois par jour pendant 3 jours et c'est fini. Ah c'est bien, oui. Donc c'est top pour les enfants, enfin pour les adultes aussi, mais tu vois, en termes d'observance du traitement et de facilité d'administration, c'est super bien. Alors on s'automédique pas, bien sûr, tu vois? Mais au moins on a le traitement prescrit par le médecin, l'avoir avec soi au cas où, c'est toujours bien si on se rend compte que les choses dégénèrent un peu et qu'il va falloir le prendre, on a le médicament avec soi. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande et puis après, il y aura en cas de diarrhée au retour du voyage, bah là, c'est plus simple, vous avez plus facilement accès aux soins, et aux médecins, mais n'hésitez pas à consulter et dites que vous êtes allés en voyage, c'est super important, ça change complètement la façon dont on va vous prendre en charge. Donc par rapport à l'eau, pour essayer d'éviter ces diarrhées infectieuses, alors des fois on fait tout ce qu'on peut puis on n'y arrive pas et on la chope quand même, mais quand même, il faut être super prudent vis-à-vis de l'utilisation de l'eau dans ces pays-là. Donc on a pour habitude de dire qu'on ne boit pas l'eau du robinet, soit vous achetez de l'eau en bouteille, vous vérifiez que les bouchons de bouteille ont jamais été ouverts pour être sûr que c'est pas de l'eau, «recyclée» entre guillemets. Soit vous faites, moi je trouve ça très pratique, de l'eau du robinet, mais dans laquelle que vous traitez avec les fameux comprimés désinfectants dont on parlait la dernière fois. En général, vous mettez un comprimé dans un litre d'eau et ça dure au bout d'une demi-heure, l'eau est prête à être consommée. Donc ça, c'est quand même pratique et moi, j'hésite pas en fonction des pays où je vais à même me laver les dents avec cette eau-là. Tu vois, je fais une bouteille d'eau avec un comprimé de chlore dedans et je lave les dents pour être sûre, notamment quand les enfants sont petits, qui savent pas bien se brosser les dents sans avaler l'eau, tu vois, quand tu es pas sûr de toi, il vaut mieux faire Mmh. ça. Alors, il y a des gourdes filtrantes qui existent maintenant, on en voit pas mal de pubs. J'avoue que je peux pas te confirmer la parfaite efficacité, je suis pas assez spécialiste pour savoir ça, mais je pense qu'il y en a qui sont très performantes quand même, donc ça peut être une bonne solution aussi. Et puis le lavage des mains, c'est basique, hein, mais en fait, pensez à faire se laver les mains aux enfants très souvent. De l'eau, du savon, hein, c'est banal, c'est tout simple, mais ça rend bien service. Ils sont toujours en train de toucher à tout, ils jouent dans le sable, pensez à éplucher ses légumes, pas manger des Pas de crudités, crudité. voilà. Tout ce qui est fruits avec des grosses écorces, tu vois, pamplemousse, orange, tout ça, il y a aucun souci. Mais dès que vous touchez à tout ce qui est tomates, concombres, carottes, qu'on a souvent envie de manger en voyage, parce que des fois, tu as envie d'un peu de crudité, un peu de légumes, Mais tu es oui. vite tenté et puis après tu vas le regretter. Donc en fait, il faut vraiment soit vous les épluchez vous-même, soit vous mangez cuit. Voilà. Mais on va éviter les crudités, dans ces pays. Alors, il y aura toujours des gens qui vont te dire: «Mais moi, j'ai mangé de tout et ça s'est très bien passé». Et bah, oui, tant mieux, mais voilà. Mais c'est vrai que ça gâche vraiment le voyage. Une sacrée franche diarrhée, tu as des gens qui sont vraiment, qui se retrouvent hospitalisés, hein, sur des diarrhées comme ça. Donc si on peut éviter et être le plus précautionneux, c'est mieux, je pense. Voilà pour le chapitre des diarrhées. Alors ensuite, on aborde un chapitre qui est vraiment, vraiment spécifique au voyage, qui est lié au risque du paludisme. Alors le paludisme, c'est quoi? C'est une maladie parasitaire qui est transmise par les moustiques. Alors une espèce de moustique particulier qu'on appelle l'anophèle, qui est une femelle de cette espèce anophèle, qui va piquer sous certaines latitudes, en général toute la zone tropicale en fait, que ce soit, Amérique, Amérique du Sud, Afrique, Asie. La maladie parasitaire est transmise par la piqûre du moustique. C'est un moustique qui pique de la tombée du jour le soir en fait, jusqu'au lever du soleil le lendemain matin. Donc c'est vraiment un moustique nocturne.
Du coup, vous le voyez pas et donc vous pouvez pas du tout compter sur ça pour, se dire: «Je vais avoir le palu, je veux pas l'avoir, j'en ai vu, j'ai pas vu de moustique». Non, on peut pas du tout, penser à ça, pour se prémunir, de la maladie. C'est une maladie potentiellement grave, le paludisme. C'est quand même une maladie qui a été, à un moment donné, une des premières causes de mortalité mondiale. Alors maintenant, on a fait des progrès et puis il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, mais en tout cas, le palu a tué beaucoup, beaucoup ces dernières décennies, notamment les femmes enceintes. C'est très grave le palu pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc en fait, on ne joue pas avec le palu, déjà quand on voyage, mais en plus quand on voyage avec des enfants, on ne prend pas le risque de ne pas prendre de précautions vis-à-vis du palu et donc pour ça aussi, la consultation en médecine du voyage est indispensable. Parce que c'est les consultations en médecine du voyage qui vont être les mieux placées pour vous informer vraiment et des risques. Parce qu'en fait, pour un même pays, en fonction de là où tu vas, le risque ne sera pas le même. En fonction de la saison à laquelle tu voyages, plus tu voyages en saison des pluies, plus il y a de moustiques et plus le risque de palu est important. En fonction des conditions dans lesquelles tu voyages, c'est sûr que c'est pas la même chose de voyager, une semaine en all inclusive dans un hôtel, de bord de mer, que d'aller, dormir chez l'habitant en pleine zone rurale, les risques sont pas les mêmes. Il y a 3 aspects importants dans la protection paludisme. La première, notion essentielle, c'est se protéger du moustique. En fait, ça a aucun sens de prendre un médicament, préventif contre le paludisme si déjà à la base on s'est pas super bien protégé du transmetteur. Donc ça s'appelle la protection personnelle antivectorielle dans nos termes, de médecine, spécialisée. Ça veut dire se protéger du moustique. Donc pour se protéger du moustique, en gros, à partir du moment où on arrive à la période du coucher de soleil, il faut s'habiller en long, du vêtement long léger qui protège jusqu'aux poignets, jusqu'aux chevilles. Il va falloir utiliser les répulsifs à insectes tant qu'on n'est, pas sous moustiquaire. Donc les répulsifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des produits chimiques très précis qui sont recommandés dans des concentrations précises. Vous trouverez tout ça sur le site, du groupe de médecine tropicale. Il y a par contre aucun répulsif avant 6 mois qui est autorisé. Donc on sait que les tout petits, bah, le risque On n'y palu, va c'est pas. plus compliqué. Bah, ouais, alors on y va, mais tu vois ce que je disais, tu adaptes un peu ton voyage. Tu peux t'autoriser un pays et puis te dire: «Bah, j'irai pas dans telle région parce que dans telle région, il y a Ouais, du c'est palu, puis ça. c'est tout. J'y retournerai une prochaine fois». Mais je crois qu'avec les moins de 6 mois, faut être vraiment prudent du fait que vous ne pourrez pas protéger les moins de 6 mois de la piqûre du moustique aussi bien que vous, probablement, du fait qu'on ne peut pas leur mettre de répulsif. Juste avoir en tête que ces fameux répulsifs, alors c'est des répulsifs précis et il faut se sortir de la tête que les bracelets aux huiles essentielles, tous les trucs qu'on trouve en France, tout ça, aucune efficacité pour se protéger du moustique dans ces zones-là, d'accord? Donc ça sert à rien d'acheter ça. Il faut par contre mettre les répulsifs. Ensuite, pour le sommeil, il faut dormir sous moustiquaire, mais il faut dormir sous moustiquaire imprégné de répulsif. Donc ça, c'est le truc, enfin la après chacun fait ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Moi, mon objectif, c'est vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez le mieux protégés. J'ai souvent entendu et notamment dans des podcasts, des familles dire: «N'emmenez pas vos moustiquaires imprégnés en tour du monde, ça nous a chargé les bagages» et en fait, on a trouvé des moustiquaires partout. Alors oui, la plupart de tous les hôtels et tous les auberges de jeunesse, tout ça, vont avoir des moustiquaires, mais je vous défie d'en trouver une qui soit pas trouée, déjà, parce que quand même, elles sont la plupart un petit trou à droite à gauche en général et de toute façon, elles ne seront pas ce ne sont pas des moustiquaires imprégnés. Donc elles ne vous protègent pas de la même façon que votre bonne moustiquaire. Alors c'est cher, hein, c'est clair, c'est un investissement. Pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est un investissement qui est vite rentabilisé, mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens et notamment pour faire dormir les bébés, je crois que là, il faut pas trop jouer et il faut acheter les moustiquaires imprégnés pour mettre au-dessus des lits parapluies. Une chose qui est notée aussi, c'est que si vous faites dormir des enfants sous moustiquaires imprégnés, à ce moment-là, il faut les avoir lavés et avoir rincé le répulsif qu'ils avaient sur la peau avant, pour pas cumuler pour la nuit entière le répulsif plus le répulsif qu'il y a sur la moustiquaire, tu vois? Par rapport au risque de toxicité, ça fait plein d'infos, en fait, tu vois, à avoir en tête et c'est vrai que c'est pour ça que la consultation médecine voyage est intéressante. Parce que quand on part tout seul sans ces conseils-là, on a trop d'informations à retenir, on va pas savoir gérer. Alors que si tu as pris le temps de te poser avec un médecin, ou une infirmière spécialisée qui t'a bien expliqué tout ça, on vous remet des papiers, tout est écrit, tu vois? C'est des choses des documents avec lesquels tu peux partir et puis tu te rappelles ça de temps en temps et ça aide à voyager un petit peu plus, sereinement. La deuxième partie de la protection moustique, de la protection palu, ça va être ce qu'on appelle la chimioprophylaxie. Donc ça veut dire le médicament pour essayer de prévenir la possibilité de faire une crise de paludisme. Mmh. Alors là aussi, ça se prépare avec les médecins parce que, bah, en fonction des âges et cetera. Alors grosso modo, à partir de 5 kilos, on a la possibilité de donner des traitements. On a des astuces en pédiatrie, tout est écrit aussi sur le site, avec des médicaments, qu'on peut savoir donner. Il faut, couper un comprimé en 2 ou en 3. Il faut acheter des coupes comprimées, tu vois? Il faut écraser et cetera. Tout est rediluable, on s'en sort. Donc c'est faisable de donner une chimioprophylaxie à son bébé, d'accord? Ça c'est possible, avec des astuces, mais c'est possible. Il faut bien respecter ce qui a été prescrit par le médecin, c'est-à-dire qu'en fonction des médicaments, je pense notamment à l'Atovacone Proguanil qui est le médicament le plus utilisé aujourd'hui pour se prévenir du palu, c'est on commence la veille du départ dans le pays ou dans la zone impaludée
on prend tout le temps du séjour dans la zone impaludée et il faut continuer 7 jours après le retour. Et ça, c'est super important. Le risque est plus là parce que tu as plus de moustiques, mais tu peux avoir le parasite dans le sang. Et donc, si tu veux vraiment l'éradiquer, il faut prendre la prophylaxie jusqu'à 7 jours après ton retour de cette zone. Donc ça aussi, ça demande une bonne discipline. Oui, et puis il n'y a pas des effets secondaires à ce Ouais, médicament? ça dépend des traitements. Sur celui-là, celui dont je parle, la Tovacone Proguanil, il est plutôt bien toléré. Habituellement, ça va donner quand même quelques douleurs abdominales. Tu vois, des petits spasmes coliques de temps en temps. Parfois des vomissements, mais légers. Enfin voilà, ça va être plutôt au niveau digestif, un peu de diarrhée, tu vois, mais c'est pas de la diarrhée sévère infectieuse. Mais ça peut te perturber un peu l'intestin. Au bout de quelques jours, en général, c'est pas au démarrage. Tu vois, ça va être plutôt au troisième, quatrième, cinquième jour du traitement. D'autres médicaments, par contre, sont beaucoup moins bien tolérés et auront rarement leur place en pédiatrie. Mais ça, c'est pareil, c'est le médecin du voyage qui va être capable de déterminer ce qu'il faut prendre. Mais en tout cas, ça doit bien se prendre, il ne faut pas l'oublier, plutôt au cours d'un repas. Puis voilà, on essaye de bien penser à ce traitement. C'est entendu. La troisième partie, ça va être toutes les mesures qui sont, tu vois, les moustiquaires aux fenêtres, la climatisation, des choses comme ça. Mais il faut quand même avoir en tête que ça, c'est un apport, si tu veux, mais la clim n'empêchera pas le moustique d'être dans votre chambre, parce qu'en fait, vous allez quand même pas vous mettre, si vous vivez à 35 degrés, vous n'allez pas vous mettre une clim à 18. C'est pas bon, de toute façon, de dormir comme ça Bah, c'est avec un ça. gros écart de température, mais quoi qu'il arrive, ce que vous allez baisser en température sur votre clim ne sera pas suffisante pour complètement anesthésier le moustique. Donc, il ne faut pas compter sur ça pour se dire, je vais me protéger du moustique avec ça. Ça va être des petites mesures d'appoint, mais ce qui compte, c'est vraiment la protection personnelle avec les vêtements, le répulsif et après la moustiquaire pour la nuit, imprégnée, et la chimioprophylaxie. Pour les gens qui s'expatrient, il y a si tu veux, des recommandations qui vont être un petit peu différentes parce que les gens en expatriation ne vont pas pouvoir prendre la prophylaxie pendant 3 ans. Bah, c'est ça. Donc là, il y a des règles vraiment très spéciales. Je vais pas en parler là, mais la consultation médecine du voyage, elle est faite pour ça aussi. Les gens en médecine du voyage, ils sauront vous dire, en fonction de votre condition de voyage et si c'est pour une expatriation, comment vous allez gérer la prophylaxie dans les premiers mois. Très clair. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois, hein, sur le palu. Je pense vraiment, on ne joue pas avec le palu. Ah oui, et faites attention au discours que vous allez trouver sur place. C'est-à-dire que souvent, les gens vont dire: «Ah, mais nous, du palu, on n'en a pas vu depuis longtemps, machin», tu vois. Oui. Bah, oui, mais les gens vivent sur place et il y a une immunisation, en fait, qui se fait au palu, hein. Donc, bien sûr que les gens sur place connaissent super bien leurs conditions de vie et que souvent, c'est les gens qui vont le mieux vous conseiller. Mais sur le palu, restez vraiment, sur les consignes qu'on vous a données au départ et surtout si vous voyagez avec des jeunes enfants. Voilà, ne considérez pas que parce qu'on vous a dit qu'ils n'avaient pas vu de palu depuis des années dans leur région, si Pasteur ou si un secteur de médecine du voyage vous dit: «Attention, il y en a quand même», bah, suivez les consignes qu'on vous donne, quoi. Très clair. Voilà. Autre chapitre? Alors, tout ce qui est piqûres, morsures, risque d'envenimation. Ça, c'est les choses, Mmh. ouais, un petit peu exotiques, liées au voyage. Ouais. Alors, c'est d'abord beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que, si on veut éviter de se faire piquer par, que ce soit des reptiles, scorpions, araignées, serpents, en milieu marin, méduses, rascasses, poissons-pierres, tous ces trucs-là, la première chose à Oh faire, c'est l'horreur. de marcher avec des chaussures fermées. Oui. Alors c'est bête parce que quand tu es en voyage, bah, souvent tu es en tongs. Pour certains, tu es facilement pieds nus, bon voilà. Et c'est vrai que dans l'euphorie du voyage, tu as pas trop des fois envie de t'embêter, à tout ça. Bon, en fait, c'est bête, mais oui, il faut marcher avec des chaussures fermées. Si possible, des chaussures hautes, tu vois? Chaussures de rando, c'est quand même l'idéal. Et pareil, si vous êtes amené à vous balader en forêt, en jungle ou autre, bah là, c'est pantalon long, chaussettes hautes pour, limiter le risque de morsure. Parce qu'au moins, si vous croisez un serpent ou autre, il vous touchera peut-être, mais peut-être que grâce à votre chaussure ou à votre pantalon, il vous mordra pas. Oui. Pareil pour la baignade, les tout petits en baignade, même dans les milieux, tu vois, coralliens, tout ça, les lagons de rêve, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une espèce un peu plus venimeuse et donc mettre des chaussures de baignade aux enfants et si possible fermées, hein, pas avec des trous comme moi Les j'appelle ça les méduses. nouilles, ouais, je sais pas si tout le monde appelle ça comme ça. Voilà, les nouilles c'est pas mal, mais tu as quand même les trous sur les côtés qui fait que tes orteils peuvent être touchés. Mmh. Donc, il faut essayer de plutôt investir dans de la chaussure plastifiée fermée pour se protéger au mieux les Et pieds. c'est même vachement plus confortable. En plus, voilà, pour se protéger des cailloux et des douleurs de corail et tout ça, c'est quand même mieux. Voilà, si jamais vous êtes piqué, une des premières choses à faire, c'est rassurer l'enfant. Plus ça panique, et de toute façon, ça c'est valable dans tout en médecine d'urgence, mais plus ça panique, alors là, notamment dans la problématique d'une envenimation, plus vous allez accélérer le cœur, plus vous allez créer une circulation dans le corps du venin et plus vous allez avoir les effets qui vont apparaître. Donc en fait, hyper important d'essayer de rester très calme et posé, de respirer tranquille pour pas faire circuler le venin trop vite au départage. On nettoie, on désinfecte la plaie, on porte l'enfant, enfin je dis l'enfant, mais ça peut être un adulte, hein. En tout cas, on essaye d'éviter que la personne marche.
et on va la porter jusqu'au centre de soins ou à la voiture pour aller l'emmener jusqu'au centre de soins. Ça, c'est aussi pour éviter de faire circuler le venin. Pas de garrot, pas de aspi-venin, pas de je prends un couteau à la Indiana Jones et j'essaye Euh, de tailler autour de la morsure ou j'aspire à Non, la bouche. Non, 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 tout ça, on oublie, on fait simple, hein, d'accord? C'est juste je désinfecte. Je donne un antalgique, bien sûr, parce qu'en général, je fais pas pipi non, on dessus. fait pas pipi dessus non plus. Ça ne marche pas. Par contre, on donne un antalgique parce que souvent c'est très douloureux, hein. En plus, éventuellement des toxiques, il y a souvent une douleur importante au départ avec la piqûre. Donc, un antalgique et notre fameux paracétamol, notre grand copain de voyage, bah, il est intéressant pour ça aussi. Et puis, si vous pouvez prendre une photo de l'insecte ou de, je sais pas, enfin, du reptile, de l'animal qui a piqué, parfois il est encore là en fait. Donc, du coup, ça vaut le coup. 2 secondes, je prends la photo. Mais c'est essentiel parce qu'en fait, ça va permettre au médecin à qui vous allez montrer la photo d'identifier l'espèce, de pouvoir vous dire si oui ou non il y a un risque toxique ou pas, et derrière de pouvoir éventuellement faire l'injection de sérum anti-venin, tu vois, en Oui, fonction la du choix. bonne. Donc en fait, c'est bête et c'est pas notre réflexe, mais effectivement, prendre une photo, et ça c'est valable en France, hein, pour les serpents aussi, hein, les vipères, etc. Prendre la photo, c'est permettre aux spécialistes d'identifier très vite l'animal et donc de savoir déjà s'il y a un risque ou pas et s'il y a un risque d'être rapide dans l'action à mener derrière. Ok. Pour certains, par exemple, tu vois, rascas, et cetera, ce sont des venins qui sont thermolabiles. C'est-à-dire que c'est comme pour la guêpe ou l'abeille, c'est des venins qui vont être inactivés par la chaleur. Donc, en fait, ça va être intéressant de rapprocher une source de chaleur. Donc, par exemple, dans certaines piqûres par ces poissons-là, type rascas ou autre, il faut nettoyer à l'eau de mer. On donne l'antalgique et si possible, il va falloir plonger le pied dans une eau très chaude. Enfin, je dis le pied parce que c'est souvent le pied qui est piqué, mais ça peut être une main, hein. En tout cas, mettre en contact avec une forte source de chaleur, en faisant attention de ne pas brûler non plus, tu vois, mais effectivement, c'est quelque chose qui va pouvoir soulager la douleur. De même, quand vous faites piquer par une abeille ou une guêpe, ce qui marche très bien, c'est d'approcher une source de chaleur incandescente tout près de la piqûre. Et alors, ce qui marche très bien, c'est la cigarette, en fait, parce que c'est une Oh. source incandescente, tu vois, il n'y a pas de flamme et ça brûle tout près. Un allume-cigare, mais ça se trouve de moins en moins dans les voitures, pour essayer d'approcher cette source de chaleur sans brûler l'enfant. Et ça va inactiver le venin et en général, ça va soulager la douleur assez rapidement. Ok. Toujours dans ce fameux site du groupe de pédiatrie tropicale, il y a un chapitre sur chaque petite bébête, scorpion, araignée, et Euh, cetera, et on vous dit quoi faire dans chaque cas de figure et donc je trouve que c'est plutôt bien fait. ok. T'avais pas une petite anecdote sur les morsures? Voilà, mais oui, bien sûr, bah oui. Effectivement, j'en ai une petite sympathique qui finit très bien, hein, mais C'est bien on de a le eu la dire dès le chance, départ. ouais, de voyager alors dans un pays qui est connu pour, avoir, ce genre de risque, qui est l'Australie. Mhm. On a fait plusieurs fois l'Australie et on a eu la chance en 2017 d'aller dans le parc national du Karijini, qui est sur la partie ouest australienne. Un grand parc sauvage, il fait très chaud, enfin en tout cas la période où on y était, il faisait très chaud, 45 degrés, tu vois, c'est des grands canyons, des piscines naturelles, des perroquets partout. Enfin, c'est vraiment super beau comme endroit. Et en fait, on avait pris les services d'un guide pour une excursion à la journée parce que comme on était en camping-car, il y avait des endroits dans le parc qui n'étaient pas accessibles. Il fallait 4x4 obligatoire. Et moi, je voulais pouvoir aller justement explorer ces endroits-là. Donc, on avait fait appel à une agence qui nous emmenait en 4x4 avec le guide. C'était un monsieur qui était âgé d'une petite soixantaine d'années, je pense, plutôt sur sa fin de carrière, très expérimenté. Très sympa. Et puis, donc, il nous fait descendre dans les gorges et il y a toute une partie où tu marches dans l'eau et puis après, tu te baignes, en fait. Tu te mets en maillot, tu te baignes et puis tu réescalades des petites zones rocheuses et puis tu replonges, des petites cascades. Enfin, tu vois, le truc très sympa. Alors, en plus, c'était assez rigolo parce que dans cette gorge et dans cette piscine naturelle, alors qu'on se baignait, on discutait avec deux autres touristes, je crois qu'elles étaient suisses. Et justement, à ce moment-là, elle me raconte, je pense qu'on parle des serpents, tu vois, parce qu'on est dans le parc national, que tu as des panneaux partout qui disent qu'il faut faire attention, etc. Et ces deux dames, d'ailleurs, m'avaient raconté l'une d'elles avait été mordue par un cobra au Cambodge, je crois que c'était. Toujours est-il qu'on reprend l'excursion, on repart, et on est à ce moment-là, pour le coup, pieds nus, tu vois. Et donc, après coup, on a un peu regretté, mais lui-même, le guide, était pieds nus. Et puis, en fait, on se relève de l'eau, on marche un peu sur des pierres, mais on a encore de l'eau, je pense, j'irai jusqu'aux genoux. Et là, d'un seul coup, le guide hurle et nous crie un truc que je comprends pas tout de suite. Et en fait, il me dit Death Adder. Oh, c'est un serpent, ça. Et en fait, je comprends, il me dit, j'ai été touché par donc le Death Adder, donc D-E-A-T-H, plus loin, Adder, A-D-2-R, c'est le nom d'un serpent mortel dans ce parc du Carigini. On le savait parce qu'on avait regardé avec les garçons un peu, tu vois, les espèces, tout ça, c'était sympa en fait à regarder tout ce qui existait dans ce parc. Et là, le guide est livide, quoi. Et il me dit, il m'a touché au talon, il m'a touché au talon. Et en fait, et je dis, mais comment vous savez? Il dit, mais je l'ai vu. En fait, il a vu, il a senti que le serpent le touchait. Et il a vu le serpent partir devant lui dans l'eau. En fait, je savais pas que ce serpent, il pouvait être terrestre et aquatique. Et là, je sens que le guide panique, en fait. Tu vois, là, je me dis, oh, merde, si le guide panique,
on est mal. Et donc, en fait, il s'assoit sur la pierre, il regarde son talon et je regarde avec lui, tout ça, et il dit: «Non, finalement, je crois qu'il m'a pas mordu et on ne retrouve pas de traces de morsure». Bon, du coup, on se calme un peu, mais quand même, il veut pas prendre de risque et il dit: «On va remonter la gorge, on va retourner là-haut», parce que c'est là-haut qu'il y a des bornes, en fait, en Australie, dans les parcs nationaux. Tu as des espèces de grosses bornes avec boutons d'urgence qui te mettent en relation avec un talkie-walkie de rangers, en fait. Donc si tu as le moindre problème, tu peux, alors elles sont pas partout dans le parc, mais enfin, quand même, tu as des zones, où tu peux y aller, et donc il savait qu'il y avait la borne. Donc il m'a dit: «On va remonter», et là, il commence à me briefer en mode: si jamais, vous voyez que je commence à être pas bien, si je me sens pas bien, si je fais un malaise, surtout, il y en a un de vous qui court jusqu'en haut, là où on était, il y a une borne et vous appelez les rangers». Enfin, tu vois, on était pas très rassurés. Bon, on réussit à grimper et puis finalement, ça s'est bien passé, et en fait, d'ailleurs, en montant, on a croisé un ranger qui descendait. Alors le vrai ranger, c'est avec les shorts, le short, les chaussures montantes, les chaussettes jusqu'aux genoux, enfin, mignon, quoi, et qui a son épuisette, et en fait, ils discutent ensemble, et en fait, le ranger était en train de descendre pour aller chercher ce descendeur puisqu'il y avait déjà d'autres touristes qui l'avaient signalé, et donc il savait qu'il y avait un descendeur à cet endroit-là, donc lui, il part avec l'épuisette, il a sa pince à barbecue et en fait, son idée, c'est il doit choper le serpent, il va pas le tuer, hein. Il le chope, il le met dans l'épuisette et il va le libérer dans une zone beaucoup moins fréquentée du parc pour être sûr qu'il y ait pas d'accident. Mais donc voilà, on s'est fait une petite frayeur avec ce serpent qui était quand même réputé mortel. Voilà. Donc, S'il est pas mort, c'est que c'était pas, il avait pas mordu. oui, il l'a pas mordu, ouais, il l'a pas touché. Ouais, il a eu aucun symptôme, en fait, on a fait toute la journée après le reste du temps et il y a pas eu de symptômes, et on a eu la confirmation que vraiment, en plus, c'était tu vois, un monsieur d'un certain âge et qui avait une peau au niveau du talon, bien épaisse, bien calleuse. Donc je pense que la bestiole l'a touché mais ne l'a pas mordu. Enfin, j'en suis sûre même, d'ailleurs. Oui, bah oui. Et c'est vrai que pendant 10-15 minutes, tu vois, au démarrage, Tu surveillais. tu dans un milieu un peu hostile quand même, hein. On est Ouais, on est dans un ouais. parc national en pleine Australie, tu pas du tout d'hôpital, tu pas d'hélico, tu rien du tout à cet endroit-là, hein, donc bon, même si tu as des rangers, alors évidemment qu'eux, je pense qu'ils savent faire venir des secours, mais enfin, les secours, ils sont pas là, de suite, Oui, c'est ça. du tout. Bien, bien, Bon bien! voilà, c'était la petite anecdote, envenimation. Allez. Dernier grand chapitre, alors grand chapitre, petit chapitre, mais qui pour moi a son importance. Alors moi, je suis médecin du SMUR, enfin pédiatre du SMUR, donc c'est un thème que j'ai forcément à cœur, qui est la mort inattendue de nourrissons. Alors je ne veux pas du tout venir Allez, on plombe venir plomber l'ambiance. l'ambiance, mais je rappelle que ce risque existe en voyage également, et que là aussi, en général, avec l'euphorie du voyage, on change de repère et donc on pense qu'on pourrait sans problème changer notre façon de dormir. Et c'est vrai qu'avec les vacances, tu vois, il y a le côté vacances, le lâcher prise, et puis parfois les conditions de voyage qui font que c'est pas toujours facile d'avoir un lit pour le bébé, bah on pourrait dormir avec son bébé, en fait. Et Mmh. je suis sûre qu'il y a plein de parents voyageurs qui ont fait ça. Et tant mieux si ça s'est très bien passé, mais je rappelle que le cododo, c'est-à-dire le partage du lit avec son nourrisson, c'est un facteur de risque de mort subite du nourrisson. Donc ça existe encore, les accidents de couchage, et donc c'est pas parce qu'on est en voyage qu'il faut relâcher la vigilance vis-à-vis de ça. Donc si possible, il faut que l'enfant il dorme pas dans le même lit que ses parents, il faut qu'il ait son matelas à lui, un matelas ferme. On n'a pas trop la problématique des couvertures et tout ça quand on est dans les pays chauds. La gigoteuse est souvent pas nécessaire. Et voilà, c'est sur le dos, strictement sur le dos, le couchage, et sur un matelas ferme et pas dans le lit des parents. Ça, c'était ma petite note pour se dire qu'il y a des règles de sécurité de couchage avec les enfants qu'il faut garder en tête, même quand on est en voyage et dans des conditions de voyage particulières, quoi. Notamment tout ce qui est camping-car et tout ça, tu vois, je pense à ça aussi. Mais oui, Voilà, parce que typiquement, le camping-car, quand tu es avec des bébés, bah, ouais, il y a évidemment pas que c'est beaucoup de super place. tentant de Mmh. dormir avec ton bébé. Bah non. Bon, moi perso, j'avais emmené un lit parapluie un peu particulier qui tenait dans l'espace de vie au milieu du camping-car. Bon, ça marche, voilà. C'était Bah un oui. petit déménagement tous les soirs, voilà, mais c'était pas mal, et ça me sécurisait mieux de dormir comme ça. Puis j'ai déjà eu, en tant que smuriste, des histoires dramatiques dans des campings, si tu veux. Donc du coup, bah voilà, ça me En fait, c'est bien de faire le ouais, je crois que c'est déménagement. important de se dire attention à ça. Et de même, quand on parle règles de sécurité, la première cause de mortalité du voyageur en voyage, c'est les accidents de la route. En fait, c'est bête, mais c'est pareil, gardons nos règles de sécurité. Alors là encore, et moi la première, ça m'est bien sûr arrivé de voyager sans siège auto et tout avec des petits, bah, parce que j'avais pas prévu le truc, ou que je pensais que je pourrais avoir un siège auto avec ma location de voiture, et puis tu vois, ça se fait pas. Alors, je me rappelle qu'à Mayotte, par exemple, j'avais emmené mon siège auto, tu vois, j'avais emmené mes trucs, ça fait du bagage en plus, mais j'étais plus sereine d'avoir du siège auto à Mayotte, en fait. Mais c'est parce qu'après, on partait à Madagascar et que là, j'étais moins sûre de mon coup, donc je préférais avoir mes sièges auto. Mais voilà, c'est la sécurité en voyage. Encore une fois, on est parents, on est décideurs par rapport à ses enfants, donc on peut prendre les risques, mais on le fait en connaissance de cause. Et donc, juste se rappeler que la mortalité en voyage, elle est essentiellement liée aux accidents de la route, c'est important de l'avoir en tête et d'essayer
de sécuriser le transport de ses enfants, c'est important, je pense. Et de ne pas faire grossir les statistiques. Et ce qui n'empêche pas après de faire un voyage super exotique, tu vois. Enfin, Ah, je mais veux bien dire, tu sûr, peux l'un faire un n'empêche pas super l'autre, hein. voyage avec ton chauffeur, ton 4x4, machin, mais si tu as des petits, il faut qu'ils soient en siège auto. Si tu as des moyens, rehausseur aussi. C'est très bête, mais le rehausseur, pour le coup, c'est pas compliqué à emmener en voyage. Ça se cale dans un gros sac de voyage, tu vois, c'est facile. Et puis, c'est important pour que tes enfants soient à la bonne hauteur vis-à-vis de la ceinture de sécurité. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des choses à savoir pour la partie voyage pur et dur. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute dans notre trousse à pharmacie suite à cet épisode? Et bah du coup, on a dit, on rajoute la crème solaire indice 50, on rajoute l'azithromycine qu'on s'est fait prescrire par son médecin traitant en cas de diarrhée infectieuse méchante. On rajoute notre protection répulsive adaptée pour lutter contre le paludisme si on va dans un pays impaludé. On rajoute la moustiquaire imprégnée si c'est le cas aussi. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a plus d'indication au répulsif sur pour protéger les vêtements. En fait, avant, on conseillait, quand tu allais dans des zones très impaludées, d'imprégner tes propres vêtements avec des répulsifs. Et en fait, les études ont eu l'air de montrer qu'il y avait quand même une toxicité, on n'est pas sûr de la toxicité de ces produits portés chroniquement sur le vêtement et que tu vas pas pouvoir laver, enfin, même si c'est résistant au lavage, en fait, c'était le but du produit. Et donc, maintenant, on recommande plus de faire ça. Ok. Donc, on n'a pas de produit pour ses vêtements, mais par contre, pour sa peau et la moustiquaire, oui. On prend des chaussures fermées. Alors, ça fait pas partie de la pharmacie, mais ça fait partie Des du valises. kit voyage des valises. Et puis voilà. Puis son matériel sécurité pour la voiture, pour les petits. Bon, bah, on se retrouve dans le prochain épisode et là, tu vas nous parler de quoi? Ah bah, dans le prochain épisode, c'est un petit peu moins drôle, mais je crois que c'est important d'en parler aussi. Je suis désolée. Je voudrais vous parler des gros bobos en voyage, c'est-à-dire les quelques accidents qui peuvent survenir, qui peuvent être sérieux, pour vous redonner quelques bases de premier secours. Ok. Bon, bah, à la prochaine alors. À la prochaine fois. On retrouve à présent Marjorie, d'AVI International, maman globe-trotteuse de 2 petites filles de 4 et 7 ans, avec qui je pars aussi en zone tropicale. Hello Marjorie! Bonjour Stéphanie. Bon, on part dans les zones tropicales cette fois-ci. Ouais, c'est toujours très agréable. Quel type de problème vous rencontrez le plus souvent, en tout cas vos assurés, pas vous personnellement, dans ces zones? Alors, en zone tropicale, on a plutôt l'intoxication alimentaire qui Ah bah oui. arrive, évidemment, tout ce qui est relatif à la déshydratation aussi. Et on a surtout beaucoup de morsures de singes notamment. Et on a un peu deux autres thématiques qui reviennent beaucoup, beaucoup. C'est toute la partie tétanos et la dengue. Voilà. C'est gai? Ouais, c'est pas très drôle, mais ça arrive et surtout, la dingue, il y en a quand même beaucoup, en ce moment et là où on veut sensibiliser sur cette thématique-là, c'est qu'on a eu, récemment une femme, enfin voilà, au Mexique et qui nous a envoyé un petit mot pour nous dire: «Bon, bah, voilà, j'ai déclaré, la dingue. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment ça se passe?» Et on a pu très rapidement déjà échanger avec elle puisqu'elle est en contact avec la partie plateau d'assistance. Mais ce qui compte là, c'est qu'on a nous, la partie de consultation, des examens réalisés, la partie de laboratoire et finalement elle a eu, enfin rien à prendre en charge. Ça, c'est le côté incontournable, pas d'avance de frais, mais surtout des conseils qui vont bien pour la manière de poursuivre après son voyage de manière sereine et du protocole médical qui est à suivre dans ce cas-là. Donc voilà, c'est vrai que en zone tropicale, c'est un peu différent. On n'est pas forcément sur ce qu'on appelle de la bobologie, mais on est plus sur des choses en plus qui sont pas forcément agréables parce que c'est pas forcément quelque chose qui s'arrête tout de suite. On va un peu l'avoir avec nous sur le reste du séjour. En tout cas, ça va être un peu plus impactant. La zone tropicale, ça me fait aussi penser à toutes ces familles qui partent en tour du monde. J'ai l'impression qu'on part en tour du monde aujourd'hui comme on part 15 jours en vacances. Est-ce que vous qui avez des assurances aussi pour ça, c'est un phénomène que vous remarquez ou c'est juste moi qui suis trop sur Instagram? Alors non, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a regardé les chiffres et ça, c'est véridique, pas plus tard que la semaine dernière, sur finalement les durées des longs voyages. Oui, Et ils ont augmenté. Pour le coup, les je suis gens pas partent folle, ça encore me plus rassure. longtemps ouais, sur leur long séjour, ça c'est vrai. Et au-delà de ça, c'est que sur les longs séjours, c'est un indispensable de s'assurer parce que au-delà de 90 jours, on n'a plus aucune couverture qui est associée à quoi que ce soit, et notamment les cartes bancaires. Quand on part en famille, il y a plein d'aléas qui peuvent arriver. C'est un indispensable parce que là, on rentre dans ce qu'on appelle le quotidien. Et finalement, c'est pas que 2 semaines, c'est plusieurs mois. Donc, quand plusieurs mois se passent, il y a plusieurs événements. On fait souvent des choses un peu exceptionnelles aussi en termes de pratiques sportives, d'aventures qu'on veut vivre. Donc, il faut être couvert sur ces éléments-là. Souvent, on est aussi chamboulé par les changements de température, de météo, de je m'habille, je me déshabille et compagnie.
Donc, on tombe aussi souvent malade. Et puis, comme on joue les petits aventuriers, souvent, on a des chutes qui arrivent, petites ou grosses chutes, mais souvent, on a besoin d'accompagnement pour pouvoir aussi poursuivre son trajet sereinement. Notamment quand on a des petites fractures, poignets, chevilles ou autres, qu'on a besoin parfois d'un peu de kiné, mais qu'on a aussi surtout envie de continuer son aventure. Mais c'est ça. On n'a pas envie que ça s'arrête et du coup, c'est bien important d'avoir son assurance avec toi au long cours surtout. Mais j'ai l'impression que ça se fait de façon plus naturelle quand on part longtemps et a fortiori en tour du monde. On sait bien que c'est indispensable. Enfin, on n'hésite pas, a Non, on priori. n'hésite pas. En vrai, c'est un incontournable et ça fait vraiment partie de la checklist. C'est vraiment j'ai mes billets, j'ai mon visage, je sais où je vais et j'ai Ouais, c'est forcément mon ça. assurance qui m'accompagne. Sincèrement, c'est un indispensable aujourd'hui, complètement. Tu as parlé effectivement des activités sportives et qui peuvent être un peu différentes quand on est sur des longs voyages, mais aussi parfois sur des cours. Est-ce que, pour rentrer un peu plus dans le détail, quels Oui. sont les sports qui sont pris en charge? Est-ce que c'est différent en fonction des assurances? Enfin, comment ça se passe? Alors oui, et ça c'est vraiment très important à consulter, à regarder, parce que c'est très différent d'une assurance à l'autre. Nous, dès lors qu'on part dans ce qu'on appelle un tour du monde, c'est inclus forcément, parce que pour nous c'est un incontournable aujourd'hui d'une grande aventure de plusieurs mois. Il y a un grand classique sur les activités sportives, parce qu'il y a des activités qui sont dites classiques aujourd'hui pour nous, type faire du vélo, faire du ski. Par contre, ce qu'on appelle aujourd'hui les activités sportives à risque, c'est tout ce qui concerne le trekking, le surf, du jet ski, du quad, de la plongée. Pour tout ça, c'est hyper important d'être couvert et d'être bien couvert parce on peut très vite voilà, se blesser quand même. Et c'est surtout que bon nombre d'assurances ne le prennent pas en compte. Au-delà de ça, quand on pense au sport, et je pense notamment là à tous nos voyageurs qui vont sur la partie Asie, dans les sports, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, la pratique d'engins à moteur 2-3 roues. Ça veut dire quoi concrètement? C'est tous ceux qui prennent des scooters. Parce qu'en Asie, on prend tous un petit scooter qui va bien. Qu'on soit passager Tellement ou pratique. conducteur, c'est super pratique, c'est commun, et puis tout le monde le fait. Sauf qu'il faut être rassuré. Il faut s'assurer soit en tant que chute et passager aussi. Donc pour ça, c'est un incontournable et ça fait partie justement de la prise en charge de ce que nous, on appelle les sports à risque. Donc ça, c'est hyper important. Tu parles du trekking comme d'une activité qui a besoin d'être assurée, alors que, bon, ok, je dois sans doute avoir la rando familiale de base qui me paraît pas dingo en termes de ni d'effort ni de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui peut arriver? Quand on parle de rando, il faut qu'on ait en tête qu'il y a une grande différence entre une rando pédestre et un trekking. Je vous Ah, explique la différence parce que c'est pas du tout, en tout cas côté assurance, c'est pas du tout la même chose. On a ce qu'on appelle, nous, la randonnée pédestre, c'est une petite activité en plein air. On a un itinéraire qui est balisé ou non, on peut être seul ou en groupe et on est dans le cadre d'une moyenne montagne avec ou sans guide. Ça, c'est vraiment voilà, la petite rando pédestre qu'on fait seul ou en famille. Et puis, on a ce qu'on appelle le trekking. Et là, quand on parle d'un trekking, c'est vraiment une randonnée, ce qui est considéré d'aventure. C'est pour ça qu'elle est considérée dans les sports à risque. Elle va s'échelonner sur plusieurs jours. Elle va être ponctuée par des bivouacs et elle se fait avec ou sans guide et elle va être après au niveau d'une altitude beaucoup plus importante ou en tout cas elle peut l'être et c'est là la grande différence pour nous et c'est pour ça qu'elle va rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle les sports à risque. Aujourd'hui, les gens ont tendance en fait à mettre le mot trekking un peu sur très vite finalement sur une rando parce que c'est peut-être plus voilà plus sympa, c'est les mots qui sont un peu ça fait courants et à mieux. la mode, ça fait mieux. Mais la petite subtilité dans la science, c'est ça, c'est que le trekking c'est de l'aventure sur plusieurs jours, alors que sinon le reste du temps c'est ce qu'on appelle de la rando. Non, mais c'est important, je pense, de faire la différence parce que effectivement, c'est aussi ça la langue française, même si trekking, ça n'est pas hyper français. Hein, voilà, il y a de la subtilité. C'est ça, c'est ça, c'est riche, mais ouais, tout est Faut dans pas se tromper. ouais, exactement, tout est dans l'art de la subtilité et surtout en assurance. Donc voilà, le petit plus, c'est ça, pensez-y. Alors, c'est vrai que pour nous, le trekking, c'est monté en puissance, hein. Sur les dernières années, sincèrement, on a de plus en plus de gens qui pratiquent du trekking, seuls, en famille. Et ce qui est hyper important sur la partie trekking et ce qui arrive très souvent, c'est que, alors on fait du trekking, mais on n'est pas forcément tous des grands athlètes, on n'est pas tous ultra bien préparés, soyons clairs. Oui, une petite rando, quoi. Voilà. Et ce qui arrive très souvent chez nous, c'est la partie des ligaments croisés du genou. Oh, l'enfer. Voilà, on en parle souvent côté ski,
Mais oui. pas souvent côté trekking parce que, bah, voilà, il y a pas souvent de partage sur cette partie-là. Mais chez nous, c'est le grand classique et pour tous ceux à qui c'est arrivé malheureusement, c'est une sacrée aventure parce que ça fait mal, mais Bah aussi oui. parce qu'on est obligé bien souvent d'avoir des phases d'immobilisation au départ, puis d'opération, puis de consolidation derrière. Oh là Donc là. voilà, c'est très important et puis il y a cette notion aussi de finalement de se faire rapatrier ou pas et là, si je peux faire juste un petit focus là-dessus sur la partie de rapatriement. Souvent on dit: «Oh bah moi, je me fais rapatrier, j'ai envie de me faire rapatrier». Bon, il faut savoir un petit truc quand même dans le monde des assurances, c'est qu'on choisit pas. Aujourd'hui, à titre individuel, on choisit pas de se rapatrier. On appelle le plateau d'assistance, on échange avec les médecins et finalement, c'est les médecins qui vont entre eux dire: «Oui, là, c'est vraiment nécessaire, il y a pas de sujet. On vous rapatrie parce qu'il est nécessaire que ce soit, fait dans ce cadre-là» et c'est Mmh. surtout qu'on peut vous imposer, si je puis dire, ce rapatriement parce qu'au local, il n'y a pas les compétences nécessaires pour que vous puissiez être pris en charge. Ça, c'est hyper important, à avoir en tête, cette notion de rapatriement Oui, sanitaire. qu'on fait pas ce qu'on veut, Concrètement, quand on est sur, des interventions type, le croisé ligament du genou, ouais, là non. on va non, il y a pas de sujet, hein. On va no enfin sincèrement, dès lors qu'il s'agit d'interventions, chirurgicales ou autres, il y a un rapatriement. Par contre, là où c'est important à avoir en tête, hein, c'est que c'est vraiment les médecins qui décident. Pourquoi? Parce que parfois, il y a une stabilité, qu'il est nécessaire d'avoir. On peut pas aujourd'hui, malheureusement, transporter tout le monde et dans n'importe quelles conditions. Ce sont vraiment des rapatriements sanitaires avec des équipes médicales qui sont spécifiques. Il faut savoir que, quand on a un petit bobo et cetera, bon, ça va être entre guillemets «facile», hein, de se faire rapatrier. Mais quand on n'est pas stable, que l'organisme n'est pas stable, on peut pas faire un rapatriement. Mais par contre, enfin, ce qui est bien avec l'assurance, c'est que si jamais on est parti seul ou qu'on a besoin d'un membre de sa famille à ses côtés pour être, bah, rassuré, accompagné, l'assurance prend en charge ça, le fait que quelqu'un soit avec vous, à vos côtés, sur cette période et puis que vous puissiez rentrer et être rapatriés ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important de se sentir accompagné dans ces moments-là. Voilà, dans Bah oui. l'intervalle de se faire rapatrier. OK. Bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous l'avez compris, les bobos de voyage, ça se gère beaucoup plus facilement avec une assurance voyage. Donc rendez-vous sur le site avi-international.com pour trouver l'assurance qui correspond à votre prochain voyage, en famille ou non. Et si, comme moi, vous avez de grands ados qui prendraient bien le large, AVI propose aussi d'autres types d'assurances. L'assurance Planète Études pour commencer. Elle permet de les assurer aussi bien sur leur campus que lors de leur stage en Europe ou à l'international, s'ils veulent partir en Erasmus ou dans le cadre d'un double diplôme. Il y a aussi la formule au pair, s'ils veulent faire cette expérience à l'étranger, ou si vous-même accueillez un ou une au pair. Et enfin, pour les jeunes de moins de 35 ans qui partent à l'étranger dans le cadre d'un visa Working Holiday, AVI propose aussi une assurance spécifique pour une couverture complète. C'est d'ailleurs celle de mon petit frère, actuellement en Océanie. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à familleetvoyage_blog. Comme d'habitude, la transcription de l'épisode est sur le blog familleetvoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.